comment faire un peu moins l'autruche face aux catastrophes qui risquent d'arriver et se préparer à des risques systémiques, pénurie, pandémie, blackout. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Arthur Keller pour parler des risques systémiques. Salut Arthur. Salut, pardon, dans le micro, c'est mieux. Parfait. Alors, je te présente en 10 secondes. Donc, tu es expert des risques systémiques et des stratégies de résilience pour faire face à ces risques. Pour simplifier, nous, a posteriori, on se moque facilement du Titanic qui a foncé sur l'iceberg, qui s'en est rendu compte trop tard. Mais eux, au moins, avaient prévu des canaux de sauvetage. Alors que nous, dans notre société, en fait, non seulement l'iceberg, soit on le voit pas, soit on s'en fiche. Et surtout, on n'a pas prévu de plan B pour avoir des canaux de sauvetage et aussi pour avoir une autre utopie de société, un autre modèle de société possible, quoi. Donc, comme sur le Titanic, il a bien fallu que quelqu'un pense au risque de couler, même si c'est pas très fun. Et donc, c'est ça dont on va discuter aujourd'hui, ces risques systémiques. Comment est-ce qu'on peut les anticiper? Alors, avant de commencer, abonne-toi. Je pense qu'ils s'y attendaient pas forcément, mais abonne-toi, ça prend 2 secondes, ça m'aide énormément à inviter des gens super inspirants comme Arthur et ça aide la chaîne. Merci beaucoup. Première question, je me demandais, toi, à partir de quel moment tu t'es intéressé à cette question des risques systémiques? À partir de quel moment tu t'es dit, oula, ça sent le roussi entre l'effondrement de la biodiversité, le déclin énergétique, le réchauffement climatique, etc. Alors, il n'y a pas un moment, il n'y a pas un moment clé où tout a basculé, si tu veux. Et tu sais, c'est comme dans l'histoire des sciences, il y a énormément de choses qui ont d'abord été des théories, puis ensuite qui ont trouvé des applications ou qui ont été confirmées par l'expérience. C'était d'abord de la théorie avant de devenir concret. Ouais. Et moi, c'était ça. Tu peux nous expliquer ce que c'est des risques systémiques qui pèsent 2-3 exemples. Bon, alors, c'est compliqué, c'est complexe et compliqué. Là, il n'y a pas une systémique, il y a plusieurs systémiques. Bon, donc, exemple. Tu me demandes des exemples. Le changement climatique, c'est un risque systémique. Parce qu'il faudrait changer beaucoup du système pour arriver à soulager ce problème-là, et parce que derrière, il concerne le système en entier. Bon. Mais on peut en dire de même de beaucoup d'autres problèmes. Des risques d'eau ou de problèmes de flux, d'approvisionnement de flux en un certain nombre de matières premières, et notamment le gaz et le pétrole, par exemple. Ce sont également des risques systémiques, etc. Bon. Pandémie, risque systémique. Mais le truc, c'est que lorsque un expert, par exemple, du climat ou de énergie, climat, éventuellement quelques autres choses qui vont autour, nous dit que c'est un problème systémique, c'est effectivement une systémique, mais cette systémique-là n'est pas globale. Elle n'intègre pas, elle n'inclut pas tous les paramètres. En fait, il y a une systémique qui les inclut toutes. C'est la systémique du système Terre. C'est sur celle-là que je travaille, qui englobe et qui relie entre elles tous les différents problèmes. Voilà. Bon, donc si tu me dis des exemples, il y en a plein, mais en fait, il y a un exemple, il y a un gros risque systémique qui tient à la façon dont notre société, dont certains disent de civilisation thermo-industrielle ou pétro-industrielle, a été organisée aujourd'hui. Le principal risque, j'imagine, peut-être si j'entends bien en filigrane, c'est que le système Terre ne soit plus habitable, quoi. C'est en train d'arriver. Notamment cette étude fameuse, vers laquelle je renvoie ceux qui ne l'auraient pas encore vu passer, qui est les limites planétaires, Planetary Boundaries en anglais, du Stockholm Resilience Center, qui a été publié en 2009, plusieurs fois mise à jour. La dernière mise à jour remonte à avril dernier, et qui nous disent que, globalement, il y a 9 limites à ne pas dépasser si on veut conserver une planète habitable, et que sur ces 9 limites, il y en a déjà 6 qui ont été dépassées. Voilà. Minimum, puisqu'il y en a une et demie, parce qu'il y a des limites et des sous-limites, mais bon, je ne rentre pas là-dedans, une et demie qu'on n'a pas encore sur lesquels les scientifiques ne se sont pas encore mis d'accord pour quantifier. Ouais. Donc on ne sait pas si la limite a été dépassée ou pas. Voilà. Donc ça sent pas très bon, quoi. C'est ça. Justement, tu dis que la deuxième moitié de ce siècle ne ressemblera que très peu à la première. Qu'est-ce que tu mets derrière cette phrase? Je dis ça quand? Tu sais? Dans une conférence, je pense, mais je ne saurais pas te dire. Bon, il est possible que je l'ai dit, de toute façon c'est vrai. Mais c'est pas super pertinent en fait. Je dis ça moi. Non, c'est pas super pertinent parce que c'est pas la deuxième moitié de enfin si c'est vrai, la deuxième moitié de ce siècle ne ressemblera pas à la première. Mais j'ai envie de dire c'est la première moitié de ce siècle qui va être très différente de la deuxième moitié du siècle dernier.
Voilà, Oui. si tu veux, la deuxième moitié du XXe siècle a été absolument inédite à plein d'égards. Ça a été une accélération absolument phénoménale de l'humanité elle-même en termes de nombre d'individus, mais et d'une manière ensuite plus ou moins liée au nombre. Hein. Pour certaines choses, c'est lié au nombre, pour d'autres, c'est lié plutôt au niveau de vie. Voilà. Et on a eu une explosion de certaines activités humaines et des flux d'énergie et de matière qui sont liés, des flux de pollution, des destructions des habitats, etc. Bon. Donc c'est absolument inédit. C'est pour ça qu'on a dépassé aujourd'hui, selon les spécialistes, un certain nombre de limites planétaires. Donc ça, c'est inédit. Et aujourd'hui, on est en 2022, on peut dire que les 22 premières années de ce 21e siècle sont encore globalement dans la continuité des 50 dernières années du siècle dernier. Évidemment, c'est pas pareil tout à fait, mais bon, il n'y a pas de rupture majeure. Mais je suis absolument persuadé qu'il va y avoir une rupture majeure avant 2050. Je vois même pas comment ce serait évitable. Alors, je suis pas Nostradamus, ni Madame Irma. Je vais pas m'avancer sur une façon que ça aurait de se passer à un moment, et puis ce sera peut-être très graduel. En fait, on ne sait pas. C'est à peu près équiprobable, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, on n'a pas, nous, la possibilité de savoir a priori si ça va être quelque chose de graduel ou quelque chose de rapide. Voilà, donc, sûrement les deux. Et ben, c'est peut-être un mélange d'une suite de décrochages, on est en marche d'escalier, etc. Mais on verra bien, ça je peux pas le prédire. Tout est possible, différents scénarios. Mais en tout cas, oui, voilà, ce qui nous arrive, les décennies, on va dire, voilà, pour être plus schématique, les décennies qui viennent ne vont pas ressembler du tout aux décennies qui viennent de s'écouler. Et globalement, si je devais résumer ça d'une façon simple, on va passer d'un monde en expansion à un monde en contraction. Et le souci de ça, c'est que tout notre modèle économique, en tout cas dans notre pays et dans un certain nombre d'autres pays, beaucoup de pays en fait, est basé sur la croissance. Voilà. Et le modèle social aussi. Et dans un monde qui basculerait sur le pan descendant, dans ce monde-là, le modèle économique s'effondre, le modèle social s'effondre. Ça va arriver tôt ou tard, donc soit voilà. On le choisit, soit on le subit, quoi. Ils n'ont pas compris qu'effectivement, soit on le prépare et on pourra peut-être un peu le piloter, mais pour ça, il faut changer le modèle social. Et donc, il faut que les politiques se bougent là-dessus. Soit, et pas forcément en haut niveau, hein, on peut faire des expérimentations, je le dis parce que c'est très important, on peut expérimenter d'autres modèles sociaux jusqu'à un certain point, mais au niveau territorial aussi. Ça s'est déjà fait ailleurs. Vous ne soyez pas les premiers. Tu penses à quoi ? On peut par exemple dire, mettre en place une économie locale qui fonctionne sur d'autres bases, mettre en place au niveau local avec un certain nombre d'entreprises et d'institutions partenaires des comptabilités en triple capital ou en multiple capital. On peut très bien imaginer on mette des monnaies locales. On peut très bien imaginer on fasse vivre et qu'on stimule un réseau local entre des producteurs, des petits ou moyens producteurs, des transformateurs, des distributeurs, restaurateurs, consommateurs. On peut très bien mettre en place au niveau local, au niveau territorial, une forme de revenu universel. On peut très bien imaginer de tester, d'expérimenter la sécurité sociale alimentaire qui fait qu'on serait remboursé tout le monde d'un certain nombre de denrées de base, comme on est aujourd'hui remboursé d'un certain nombre de médicaments ou d'actes médicaux. On peut mettre en place, on peut garantir un accès à tous à la base également vitale, typiquement que chacun ait droit au premier litre d'eau, au premier kilowattheure d'énergie, un certain nombre de choses gratuitement. Et ensuite, au-delà de ça, tu payes. Puis si tu consommes beaucoup, tu payes cher. Et puis si tu consommes beaucoup, tu payes atrocement cher. Et ça s'équilibre, ça coûte rien. Et tout ça, c'est impossible à mettre en place ou quasiment impossible au niveau national. Mais au niveau d'un seul coup, tu vois, parce que ce sont des expérimentations. On ne sait pas exactement, mais tu peux l'expérimenter au niveau d'une commune ou d'une intercommunalité, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose d'envisageable. Donc il faut faire des choses comme ça. Et encore plein de choses. Mais ce qui est certain, c'est que la décroissance de l'économie. Si je commence à dire des bêtises aussi, moi. La décroissance de l'économie sera une casse sociale terrible s'il n'y a pas un changement de modèle social pour accompagner les gens et mettre en place des mesures qui font que justement, on peut descendre les flux d'énergie et de matière sans que ce soit une casse sociale. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui utilisent cette métaphore de comme si on était dans notre système et on était dans une voiture qui fonce. Et toi, t'expliques qu'au-delà si tu fonces vers un précipice, au-delà d'un certain stade, ça sert plus à grand chose de freiner. Il faut sortir de la voiture. Donc, à la limite, ça peut t'aider un peu à sortir de la voiture, mais c'est vraiment à la marge. Et justement, dans notre système, souvent, on n'a pas une approche systémique. Et du coup, pour résoudre des problèmes, on va faire des mesurettes, on va mettre des pansements sur une hémorragie massive au lieu de faire un garrot. Et
Tu as une métaphore que je trouve assez chouette sur la maladie et les maux de tête pour illustrer justement que si on n'a pas une vision systémique, en fait, on ne pourra pas résoudre les problèmes. Est-ce que tu peux nous la raconter ? Oui, alors déjà, tu mélanges deux métaphores, là. Celle de la voiture et celle des maux de crâne. Oui, je vais raconter celle des maux de crâne. Tu veux bien me laisser quand même répondre sur celle de la voiture ? Ok. Non, mais très rapide aussi. Bien sûr. Très rapidement. Parce que les gens comprennent un peu mieux, peut-être, ceux qui... Alors, la métaphore de la voiture, effectivement, elle est déjà utilisée, elle est très simple. On est tous dans une voiture qui fonce vers un abîme. Voilà. Mais effectivement, ce que je dis, c'est qu'il y a toujours un point au-delà duquel ça sert plus à rien de freiner. Ou de tourner le volant, c'est trop tard. Il y a un point où voilà. Donc il y a aussi une notion de temps. Et déjà, les gens n'ont pas compris que il y a certaines solutions qui pourraient en être, d'autres qui sont présentées comme des solutions mais qui n'en seront jamais. Et il y a surtout beaucoup de choses qui auraient pu être des solutions ou qui pourraient l'être éventuellement jusqu'à un certain point et qui, au-delà de ce point, n'en sont plus. Donc typiquement, dans le cas de la voiture, il y a un moment où et ces moments dépendent de plein de choses. Ils dépendent de la vitesse à laquelle tu roules, ils dépendent de l'état de tes pneus, ils dépendent du revêtement. Ce point dépend de plein de choses. Et il n'est pas matérialisé par un panneau dans la réalité. Voilà. Il n'y a pas un endroit qui te dit, au-delà de ce point, la distance de freinage ne suffira pas. Quoi. Bref. Donc, on est dans un monde qui, et c'est pas moi qui le dis, je me replace donc dans cette systémique du système Terre, on est dans un monde qui a dépassé un certain nombre de seuils, au-delà duquel ça sert plus à rien de freiner. Globalement, lorsqu'on est encore en dessous de la limite, le fait de freiner peut permettre de rester en dessous de la limite peut-être. Quand on est au-dessus, il faut revenir en arrière. Et tu pourras freiner aussi fort que tu veux, c'est pas l'équivalent d'une marche arrière. Voilà. Donc, c'est la nature entre le freinage et la marche arrière est différente. Ralentir et régresser, quand je dis régresser, ça ne veut pas dire retour en arrière, la bougie, tout ça. Ça veut dire juste faire baisser, revenir à un niveau de flux d'énergie de matière et de destruction de la nature, un niveau inférieur. Bref, donc c'est plus la même chose. Et aujourd'hui, toutes les solutions qui nous sont proposées sont des solutions de freinage. Toutes. On n'a pas compris qu'on avait passé le point. Donc, on arrivera au bord du trou moins vite, mais on tombera quand même. Et ça sert pas à rien de freiner une fois de plus parce que, comme tu dis, effectivement, il faudrait sauter dans un autre véhicule et on se fera moins mal si on va moins vite de toute façon. Donc c'est bien de freiner. Des fois, ça évite de remettre en question tout le système aussi, quoi. Alors regardez, on va, je sais pas. Il y a cet effet pernicieux là aussi, voilà, on de va croire que ça... les bouteilles en plastique et. Ouais, voilà, croire que ça va suffire. Oui, c'est ça. Alors on arrête les bouteilles en plastique, les touillettes à la cantine et puis tout ça. Et globalement, voilà, c'est ça. On va en plus, il y a pas vraiment, il y a quelques normes, quelques lois, quelques obligations, bien évidemment. Mais il y a aussi beaucoup de conseils, et puis c'est laissé la libre appréciation de chacun. Donc chacun peut, dans sa vie, manger un peu moins de viande, faire un peu plus de covoiturage, prendre un peu moins l'avion, s'il veut bien. Et sans véritablement faire en sorte que tout le monde soit au courant et que tout le monde soit sensibilisé, tu vois. Qui le sait ? Il y a très peu de gens qui sont vraiment impliqués sur ces questions-là. On est dans des bulles informationnelles et ce genre d'information est restreint à certaines bulles. Bon. Et pareil pour les entreprises. Les entreprises peuvent mettre en place une stratégie RSE si elles le veulent. Et on fait juste du moins destructeur, on est d'accord ? On passe jamais d'un modèle qui détruit et qui consomme et qui dilapide et qui gaspille et tout ça et qui émet à un modèle qui régénère. Qui régénère. Jamais. Voilà. Et donc, on est dans du freinage. Bon, malheureusement, ça ne suffira pas. Et c'est pour ça qu'effectivement, je travaille sur les canaux de sauvetage. Tu vois, c'est une autre métaphore encore, mais c'est bien le véhicule B, quoi. Et on va passer du paquebot au canot, on va passer de la voiture à une autre voiture ou à un autre véhicule différent, d'une nature différente. Et alors, pour maintenant te donner la métaphore des maux de crâne, elle est essentielle, cette métaphore. Enfin, selon moi, c'est quand même vraiment peut-être l'élément clé. Ok. Plus encore que tous les autres. Je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Il y a des éléments clés. Alors soyez attentif. Ouais, celui-là, non, je le mettrais. Voilà, alors c'est ma façon de l'expliquer. Et malheureusement, cette façon d'expliquer fait appel à une métaphore qui fait pas plaisir, qui est très sombre. Après, on va encore me reprocher d'être sombre. D'ailleurs, je sais pas si cette interview va m'aider à véritablement casser l'image. Non, mais ici, ils ont l'habitude de parler d'effondrement et de. Ouais, certes. Mais bon, moi, j'en ai marre d'être résumé à ça, quoi. Ah, c'est Arthur Keller, il va nous parler d'effondrement, il va nous parler de choses sombres, ça va mettre le moral de tout le monde dans les chaussettes. On va parler de résilience après, t'inquiète. Oui, voilà. Il faut être concret et constructif, donner des voies d'action actionnables, etc. Bon, bref, passons. Mais donc, cette métaphore-là, elle consiste à dire, imaginez que vous ayez des maux de crâne, imaginez que vous ayez des problèmes de peau, imaginez que vous ayez un problème de transit.
Eh bien, il y a une très bonne nouvelle, c'est que chacun de ces problèmes a sa solution. Voilà, pour les maux de crâne, par exemple, ça va être du paracétamol. Pour les problèmes de peau, des pommades. Et puis pour les problèmes de transit, de la tisane. Voilà. Et donc, quand on fait les choses comme ça, et c'est ce qu'on fait, on voit différents problèmes et on essaie de trouver des solutions aux différents problèmes, c'est bon, c'est facile. Tu vois, on trouve des solutions. Pas toujours, c'est pas toujours facile dans le monde réel, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est envisageable en tout cas. Mais imaginez que, en fait, ces différents problèmes ne soient pas des problèmes séparés, mais bien les différents symptômes d'un mal plus profond, qui est que vous avez un cancer généralisé. Bon. Eh ben, si vous avez un cancer généralisé, le fait de prendre du paracétamol et de vous mettre de la pommade, ça va rien faire du tout. Par contre, la tisane... Non, je rigole. Peut-être. Donc, la somme des réponses aux différents symptômes n'est pas égale au traitement du problème, du mal. Parce que le diagnostic n'est pas bon à la base parce qu'on n'a pas une approche systémique. C'est pas que le diagnostic... Enfin oui, ok, si tu veux, ok, on peut dire ça. Voilà. On peut dire que le diagnostic n'est pas bon. En tout cas, on se focalise sur les symptômes plutôt que sur la cause de ces symptômes. Et au final, le fait est qu'on va soulager les symptômes et c'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Donc c'est du ralentissement. On fait moins mal. Donc on soulage les symptômes, il faut le faire, on vit mieux. Mais il ne faut pas croire que tu as résolu le problème. Voilà, exactement. Il ne faut pas se leurrer sur le fait que ce serait des solutions. Non, ce n'est pas des solutions. Alors, je continue un petit peu la métaphore. Les différentes solutions aux différents symptômes, c'est des petits aménagements quotidiens qui sont faciles. Hein. Un peu de pommade, un peu de tisane, c'est bon, quoi. Tu vis normalement. Alors que la réponse systémique pour soigner un problème systémique comme un cancer généralisé, c'est pas un aménagement mineur de ta vie quotidienne. C'est uniquement quand tu comprends le mal et quand tu comprends sa gravité et quand tu comprends que c'est ta survie qui est en jeu, que tout change. Que tu comprends qu'il faut une thérapie de choc. Ça va être par exemple une chimio, quoi. Et une chimiothérapie, c'est pas un aménagement de la vie quotidienne. C'est un changement. La vie devient la chimio, en fait. Ouais. Et la chimio, c'est horrible. Et la chimio, c'est des douleurs, des souffrances, c'est des sacrifices, c'est énormément de travail et d'efforts. En espérant s'en tirer. Tu demandes à quelqu'un de faire une chimio s'il n'a pas de cancer, il va pas être d'accord. Hein. Donc il faut vraiment avoir compris le cancer pour comprendre le besoin de faire ça. 3 heures avant d'apprendre que tu avais un cancer, il était totalement impensable et exclu d'arrêter d'aller au boulot. Tu as besoin de bouffer, tu as besoin de ramener un salaire, tu as besoin de tout ça. Et puis quand tu dois lancer ta chimio, ta vie s'arrête, quoi. Et tu le fais quand même. Et tu te rends compte que c'est peut-être pas facile, mais finalement, tu y arrives. Tu arrives à arrêter de bosser pendant X mois pour faire ta chimio. Alors si, pour revenir maintenant à notre cas réel, si l'humanité était lucide, collectivement lucide, et avait une espèce de conscience partagée et était capable de se coordonner de façon rationnelle vis-à-vis de tout ça, hein, nous comprendrions que les limites, les unes après les autres, étant largement franchies du système Terre, eh bien, l'habitabilité de la planète Terre est en train d'être remise en question. Et c'est bien la survie qui est en jeu, non seulement la nôtre, mais celle d'une grande partie du vivant sur cette planète Terre. Et les hommes qui ont été très adaptés à des périodes stables, là, on va être plus du tout adapté à un monde qui change très vite. Donc, on comprendrait, si on était lucide, que c'est la survie. Et ce qu'on ferait, c'est qu'on arrêterait d'aller au boulot. Comme pour faire une chimio. L'économie serait mise sur pause. Littéralement. Sauf, évidemment, les parties de l'économie qui consistent à produire des choses essentielles. On est d'accord. Mais tout ce qui n'est pas essentiel, ce serait supprimé et on se concentrerait sur une thérapie de choc. Bon, on ne le fait pas. On n'a certainement pas l'intention de le faire. Hein, c'est un peu comme si je te dis je vais te couper la jambe, tu ne vas pas être d'accord tant que je ne t'aurais pas expliqué ce que c'est qu'une la gangrène. Si tu apprends que, ah oui, c'est ça, où je crève dans des souffrances terribles, peut-être tu accepteras perdre une jambe. Voilà. Moi, je sais que par rapport à mes proches, je pense beaucoup au long terme, à comment, je sais pas, avoir de l'argent pour ma retraite, parce qu'en plus je suis indépendant, comment être en bonne santé dans 20 ans, comment est-ce que mon couple il peut tenir à la route dans 30 ans. Et par exemple, récemment, j'écoutais un podcast sur le choc que c'est d'arriver à la retraite, fait par la Sécu sociale, je crois. Parce que tu n'as plus de réveil le matin, tu peux perdre ton estime personnelle parce que ton travail, souvent, c'est une partie de notre identité. Financièrement, c'est différent parce que tu touches une retraite.
Et mes proches, ils se foutaient de ma gueule, en fait. Ils étaient là, mais t'as 30 ans, qu'est-ce que t'écoutes un podcast pour te préparer à la retraite, quoi? Alors que moi, ça m'intéresse vachement. Et du coup, je m'interroge sur comment est-ce que toi, t'arrives à aider des gens, des organisations, des systèmes à réfléchir beaucoup plus sur le long terme quand on est dans une idéologie du court terme. Ok. Déjà, j'y arrive pas à chaque fois, hein. Et puis, surtout aujourd'hui, il y a plein de gens avec qui c'est pas possible. Donc déjà, il faut oublier d'arriver que tu pourrais potentiellement arriver à convaincre tout le monde, hein. La plupart des gens aujourd'hui, tu les convaincras pas avant qu'il se passe des choses très sérieuses dans leur vie, des ruptures de continuité graves. Ouais. En fait, ta question, c'est un peu, t'as un ado qui est sur son téléphone et qui écoute de la musique à fond et tout, qui marche dans la rue et qui est comme ça penché, et puis il voit pas qu'il y a un poteau qui arrive vers lui, il va se le prendre. Et comment tu arrives à faire comprendre à l'ado qu'il faut qu'il arrête, qu'il décroche les yeux de son téléphone et qu'il regarde devant et qu'il fasse un pas de côté. Si vraiment il veut pas décrocher de son téléphone, et s'il écoute pas parce qu'il a ses écouteurs, faut le secouer. Ouais. Faut le bousculer. Donc moi, je bouscule les gens. Mais je le fais de la manière la mieux possible à mes yeux, c'est-à-dire d'une manière qui n'est pas idéologique, d'une manière qui est la plus carrée possible. J'essaie de leur expliquer, de leur faire comprendre des choses, en expliquant des choses, en m'appuyant sur ce qu'il y a de plus solide dans la science aujourd'hui, notamment sur ces questions de limites planétaires. Et c'est une première partie, mais ça suffit en aucun cas. Ce que derrière j'essaie de faire, c'est d'équiper ces gens d'un certain nombre déjà d'idées, de méthodes, et puis force de proposition derrière. Comment on peut changer et s'engager dans un processus de transition, voire, parce que je trouve que le mot transition maintenant est un peu trop gentil, un peu trop lent, un peu trop graduel, par le système, et puis récupéré, voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais je pense qu'on est passé maintenant au stade où il faut une véritable transformation profonde. Voilà, donc voilà, l'idée c'est un électrochoc pour secouer les gens. Et hier, par exemple, j'intervenais face à une centaine d'élus. Et voilà, et je leur ai donné une conférence de 2h30. Quand au début, ils n'étaient pas tous au courant que ça durait 2h30. Quand au début, ils ont entendu ça, et j'ai entendu dans la salle, je me suis dit, oh là, 2h30, mais c'est hyper long, quoi. Avec en plus, derrière, quasiment 1 heure d'échange, tout 3h30, on va jamais s'en sortir. C'est trop long. Et je l'ai essayé de les rassurer. À la fin, tout le monde a dit, non, c'était bien, il fallait pas moins. Voilà. Pourquoi ? Première partie de mon travail, c'est étudier, donc faire une caractérisation systémique de la problématique, et ça, honnêtement, c'est un électrochoc. Pour la quasi-totalité des gens, c'est... le constat, voilà, le constat. Okay. Et même ceux qui s'y intéressent un peu, tu vois. Même ceux qui s'y intéressent beaucoup, j'ai presque envie de te dire. Moi, plus je creuse, plus je me prends des électrochocs. Même quand tu crois que tu sais, tu voilà. découvres des trucs. Mais ensuite, il y a aussi cette partie de structuration de la pensée, de synthèse systémique qui change aussi beaucoup de choses. L'histoire des mots et des symptômes, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent quand même beaucoup de choses sur les mots, et qui n'ont pas fait la démarche supérieure de systémique. Et donc, malgré le fait qu'ils savaient l'essentiel de ce que j'ai raconté dans les premières 20 minutes de mon intervention, ou 30 minutes, il y a un moment où il y a quelque chose de nouveau et qui apporte un changement dans leur façon de voir les choses, qui est un changement de nature, quoi, carrément. Tu relis les problèmes entre eux, quoi. Voilà, j'explique bien qu'aujourd'hui, on ne fait quasiment que traiter les choses en silo. Et quand on te dit oui, mais c'est pas du silo parce que le climat, c'est un problème systémique. Donc quand on traite le climat, c'est systémique. Mais non, c'est un silo. C'est un silo qui est lui-même systémique. Comme je disais, c'est une des multiples systémiques, mais tant que ça s'intègre pas dans la systémique du système Terre et que ça ne fait pas que ça ne considère pas l'ensemble des activités humaines sur Terre comme un immense système socio-écologique, tu es encore totalement dans des zooms. Et quand tu zoomes, tu as un effet tunnel, tu vois pas ce qui se passe autour et tu te trompes. Ça veut pas dire que tu fais que de la merde, hein, mais ça veut dire que 9 fois sur 10... T'as des angles morts, quand même. Comment ? T'as des angles morts. Non seulement t'as des angles morts, mais 9 fois sur 10, quand tu vas faire quelque chose dans ton silo, ça va avoir des répercussions dans des silos à côté que tu n'as pas forcément pensé. Ou alors, tu vas prévoir des projets et tu vas dire, c'est ça qu'il faut faire. Et donc ça, c'est la deuxième partie de ce que je fais, pour présenter des idées qui sont présentées comme des solutions et qui n'en seront
pas, qui ne pourront pas en être. Donc des mauvaises ou des fausses bonnes idées des fois. Voilà. Et donc quand tu regardes des choses avec ton zoom, tu peux avoir une super idée, mais sans voir tous les verrouillages qui sont autour, qui vont empêcher ton truc d'arriver, ou qui vont le dénaturer, ou qui vont faire qu'il y a des effets rebonds. Et que dans un premier temps, ça va être bien, puis après, ça va être pire, etc. Et donc il faut, dans un premier temps, comprendre le problème dans sa nature profonde. Dans un second temps, il faut également débunker un certain nombre de fausses idées. Et une fois que tu as fait ça, là, t'amènes les gens, effectivement, assez bas, quoi. T'amènes les gens à un moment où ils se disent, bon... c'est la merde. Et il faut surtout pas s'arrêter là. Ah bah oui. Donc ça, c'est l'électrochoc. Et il est, à mon sens, absolument indispensable. Mais après, et immédiatement après, dans la foulée, il faut prendre les gens par la main, et dire, bon, maintenant, voilà ce qu'on peut faire. Et c'est pas magique. Il faut pas prétendre qu'on va pouvoir faire disparaître le problème. Non, c'est trop tard. On a une énorme vague qui arrive sur nous et on va se la prendre. Par contre, on a une marge de manœuvre sur comment on la prend. Voilà. Et on peut encore apprendre à surfer, on peut apprendre encore à construire vite fait un petit canot pour être dessus et se démerder. Et puis finalement, peut-être qu'on va réussir à la passer, cette vague. Certains pourront. Mais si on ne se prépare pas, non. Et la vague, on va la prendre. C'est un déterminisme qu'on ne pourra pas éviter. Et il n'y a pas de déterminisme ou libre arbitre. Il y a les deux. Voilà. Mais, bon. Donc voilà. Donc il faut bien expliquer, sans mentir aux gens sur le fait que ça ne va pas être magique, qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, qu'ils peuvent faire, et leur donner des idées, des envies et des clés de déclenchement. Donc mon travail, il est à la fois sur l'électrochoc, il faut proposer des choses aux gens, il faut leur montrer des choses qui existent déjà et qui sont inspirantes et les inspirer, c'est très important. Donc je prends souvent beaucoup d'exemples. Et puis, enfin, il y a une démarche, surtout une démarche psychologique très importante. C'est-à-dire que c'est pas juste informer les gens de ce qu'ils peuvent faire, c'est bien derrière les booster, et tu ne les boostes jamais mieux que quand ils ont touché le fond. Donc le rebond, donc l'électrochoc, puis tu les prends par la main, tu les tires et tu leur donnes de l'élan qui font qu'ils sont propulsés. Alors je dis pas, et je prétends pas que ça marche avec 100% des gens. Et il y a des gens aussi qui ressortent de là déprimés, il y en a. Et c'est très bien, je suis désolé pour eux. Naturel. Non mais c'est très bien, voilà, qu'ils fassent leur chemin mental, et puis j'espère qu'ils ressortiront de là avec la capacité de se retrousser les manches d'une façon enfin pertinente. Mais le fait est qu'il y a effectivement un mix d'émotions qui ressort de ça, c'est pas monolithique, mais que l'émotion principale qui ressort, c'est une envie de se bouger le cul pour changer les choses. Et ça compte beaucoup plus ça que dire aux gens voilà ce que tu peux faire. Mais si tu crées pas l'émotion, si tu les touches pas, si ça les travaille pas profondément pour déclencher quelque chose d'organique, quoi, leur donner l'étincelle, et ça, le reste après va découler. En fait, ce qui m'inquiète, tu l'as brièvement évoqué, mais c'est que ton profil soit aussi rare, de bosser en interdisciplinaire, et même que globalement, on soit aussi peu dans nos bulles à être informé de la gravité de la situation. Et j'ai l'impression que c'est comme si on était à 8 milliards sur le Titanic et devant, on est quelques pecnos à essayer de dire « Purée, mais il faut dévier là » ou créer des canaux d'urgence où il y a l'iceberg devant. Et des fois, ça m'énerve parce que j'ai l'impression d'être un peu condescendant mais j'en ai marre d'être plus responsable que les autres, sachant que moi-même je pollue plus que plein de gens parce que j'habite dans un pays riche et que voilà. Mais du coup, est-ce que ça c'est quelque chose qui te parle des fois d'avoir l'impression de devoir être un adulte mature dans un monde où la plupart des gens se comportent plus comme des adolescents, soit par ignorance, soit par c'est la merde, mais ok, pour l'instant ça va quoi. Ok, je comprends ce que tu dis, je le ressens d'une certaine manière, mais je me positionne pas comme ça. Et je pense qu'il faut pas se positionner comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, tu dis condescendance, ça n'en est peut-être pas de ta part, mais en tout cas, ça va être perçu comme ça. Ouais. Et si tu commences à te positionner vis-à-vis des gens sous la forme, moi je suis le parent et toi t'es l'enfant, en général ça bloque, ça braque. Hein. Donc c'est pas bon. Vaut mieux pas faire les choses comme ça. Mais oui, c'est frustrant. Oui. C'est évidemment frustrant de voir en fait qu'il y a des questions qui sont extrêmement importantes et qui se diffusent pas parce que finalement les gens s'y intéressent pas, de voir que y en a, ils ont pas accès à l'info. Bon, on pourrait dire que c'est pas leur faute, mais même quand ils ont accès à l'info, ils vont pas la chercher. Même quand on essaie de leur expliquer, ils restent dans des dénis. Il y a des dénis qui sont inconscients, mais il y a aussi des dénis volontaires.
Il y a des dénis qui... Oui. Non, moi je veux prendre la pilule bleue, je reste dans la matrice, quoi. Ouais, je parle pas des gens qui sont sous le seuil de pauvreté, en cas de boulot, et clairement d'autres urgences que la crise climatique, quoi. Mais à la rigueur, même ceux-là pourraient s'y intéresser éventuellement. Mais bon, c'est vrai que c'est moins facile, on est d'accord. Et c'est bien ça aussi un des problèmes, c'est que pour l'instant, ça reste une question de privilégiés. Et bon, alors que ça concerne avant tout, enfin ça concerne tout le monde, mais encore plus les premières victimes, ce seront les plus fragiles de la chaîne sociale, on va dire. Bon, bref, donc tout ça, il y a un certain nombre de comportements qui sont désastreux et qui effectivement ne poussent pas vers l'amour inconditionnel pour son prochain. Voilà. Je me dis, mais comment ça se fait que notre monde soit autant à la ramasse et immature? Alors, ok. Alors, juste quand même, pour finir sur mon fil, parce que je voulais quand même dire une chose là-dessus. Tu vois, si ça peut pousser à la misanthropie, c'est pas bon. C'est précisément pas bon. Il faut pas se mettre dans une posture d'aigreur et de misanthropie, parce qu'à ce moment-là, c'est précisément ce dont le monde n'a plus besoin. Il faut sortir de ça, il faut s'entraider, il faut de la solidarité. Voilà. Et il va falloir apprendre, comme je dis des fois dans certaines confs, il va falloir apprendre à travailler avec des cons. Voilà, avec les cons ou avec des cons. Et souvent, le con, c'est nous. Pour l'autre. Oui, voilà. Donc, à la rigueur, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir peut-être d'abord les gens qui sont prêts à se bouger, d'abord les gens avec qui on peut collaborer, quand il y en a, évidemment. Et aussi, il ne faut pas non plus essayer à tout prix de convaincre les gens qui ne veulent pas l'être. Donc, il ne faut pas non plus s'épuiser là-dessus. Mais quand il y a des gens avec qui on va être quelque part obligé de collaborer, parce que bon, ils sont à côté, on est dans un réseau, dans un écosystème, mais que bon... ça passe pas trop, on s'entend pas bien et certainement on se considère mutuellement comme un con. Quand on est dans cette configuration-là, je pense que le mieux, c'est quand même d'essayer d'aller voir l'autre et de le surprendre en lui disant bonjour, écoute, tu sais quoi, je sais que tu penses que je suis con. Je crois savoir. Je serais pas étonné que tu penses que je suis con. C'est pas grave. Moi, je veux bien travailler avec toi quand même. Tu sais, ça retourne le truc, ça surprend, et tu peux essayer. Voilà, parce qu'il y a des choses où on ne sera pas d'accord, mais ça n'empêche pas d'être d'accord sur d'autres choses essentielles. Il y a des choses, par exemple la bouffe, l'eau, on est tous concernés, qu'on soit con ou pas. Donc voilà, bon, etc. Et pour revenir donc à ce que tu disais après, comment se fait-il que le monde soit dans ce... Il n'y a pas eu une raison. D'accord ? Oui. Il n'y a pas une raison qui expliquerait tout mieux que les autres. Il y a un mélange. Je ne pense pas, par exemple, qu'on soit programmé génétiquement ou anatomiquement pour ça. Je ne pense pas non plus qu'on ne puisse pas changer. Globalement, on répond à un environnement, on répond à des contextes, on répond à des opportunités. Et il faut créer les contextes. Il faut donc qu'il y ait des gens, et ça peut être des élus qui ont un rôle à jouer là-dedans, mais pourquoi pas aussi une entreprise ? Ça peut être des associations, ça peut être des collectifs citoyens, qui peuvent créer au niveau où ils sont des chantiers participatifs, des chantiers coopératifs, qui font que les gens vont être incités de différentes manières, et des gens différents sortir de l'entre-soi, aller voir des gens différents, pour proposer des choses radicalement différentes, mais en tout cas pour faire que les gens ont une opportunité de collaborer à une chose qui fait sens à leurs yeux, ou qui les intéresse, ou qui les intrigue. C'est par l'action que les gens vont changer intérieurement. Il ne faut pas attendre en expliquant aux gens qui changent leur vision du monde pour ensuite changer leur comportement. Certains font ça, bien sûr, mais la grande majorité des gens, c'est l'inverse. Parce que c'est pas comme s'il y avait juste une partie de la population qui était dans le déni du problème. La grande majorité des gens dans un pays comme le nôtre, aujourd'hui, sont dans le déni de la solution. Ou des solutions. J'explique. Il y a des gens qui reconnaissent le problème, mais qui sont dans le déni de la nature du problème. Donc, soit ils minimisent le problème, soit ils ne se focalisent que sur un ou quelques dimensions de ce problème, et ils ne voient pas la vision d'ensemble. Et parmi ces gens, il y en a beaucoup qui veulent agir, qui poussent en avant pour qu'on trouve des solutions à tel et tel problème. Et on y va à fond dans la croissance verte. Ben oui, on va pouvoir maintenir notre système économique et continuer à vivre à peu près de la même manière avec quelques aménagements pas trop compliqués. Et surtout, il ne faut pas diminuer la taille de l'économie, donc surtout pas diminuer la taille des flux. Mais cet ensemble de solutions là que les gens sont en train de développer, ça va suffire. Là. Donc on a en fait un pneu qui commence à fuir de partout, qui est déjà patché avec des rustines en veux-tu en voilà, et on continue à gonfler. Les gens disent attends non, ça craque de partout, mais continue à mettre des rustines. Non, par contre il faut surtout pas arrêter de gonfler. Voilà. Et donc forcément ça va pas marcher. Donc il y a une espèce de pneu à la con. Donc même les gens, la grande majorité des gens
qui aujourd'hui ont compris qu'il y avait un problème, que ce problème était grave, sont dans des dynamiques de recherche de solutions qui sont ce que moi je te décrivais au début, que j'ai vécu dans les années 2000. Dans les années 2000 jusqu'en 2008, par là, à la suite de mes années d'ingénieur, j'ai cherché ces solutions, comme je te disais, et puis ça, 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 puis j'ai bien vu que ça bouclait pas, quoi. Mais eux, ils n'ont pas encore compris que ça boucle pas. Voilà. Si j'ai bien compris ta pensée, tu penses que le système ne changera pas tant qu'il va s'auto-détruire, tant il est dépendant de l'énergie. Et donc, de gré ou de force, il va y avoir des moments de bascule dans les différents pans de la société. Et donc, le but, c'est de créer des alternatives, pas forcément mainstream, mais suffisamment crédibles pour accueillir l'afflux de gens quand il y aura ces moments de bascule, quand le plan A va capoter dans 5, 10, 20 ans. Par exemple, former beaucoup plus et donner des terres à beaucoup plus d'agriculteurs locaux pour le jour où le prix du pétrole va encore plus exploser et qu'on ne pourra plus importer la majorité de notre alimentation. Et d'ailleurs, tu disais cette stat assez flippante que la ville la plus autonome en France, c'est Avignon, qui n'a que pourtant 8% de son alimentation qui est produite localement. Du coup, je me demandais, selon toi, à quoi ça va ressembler ces moments de bascule ? Ok, alors déjà tu commençais en disant le système ne changera pas, et je comprends que tu l'aies dit parce que je l'ai dit. C'était quelque chose que j'ai dit, mais enfin bon, ça a été une formule un peu sortie comme ça. Si je devais aujourd'hui le redire, je serais un peu plus précis, un peu plus nuancé. Le système, il peut changer, mais il se transformera pas de lui-même en un autre système. D'accord ? C'est-à-dire, toi, tu es un homme, tu peux te changer. Tu peux, par exemple, même physiquement, tu vois, tu peux faire de la musculation, tu peux te mettre à manger différemment, faire ceci. Bon, tu peux te changer. Tu peux aussi prendre beaucoup de poids, mais tu resteras un homme. Tu changes pas ton ADN, d'accord ? Donc, tu vas pas te transformer en félin, à moins que tu aies tellement regardé la série Manimal que par mimétisme, tu finisses par. Bon, voilà. Ça sera compliqué quand même. Donc, c'est chaud. Le système, il peut changer, il peut évoluer, et il faut essayer de le faire évoluer, de le faire changer partout où on peut. Parce qu'en fait, on n'est plus à se dire c'est l'un contre l'autre, c'est ça changera pas, du coup faut créer des canaux de sauvetage, ou versus, si tu veux, il faut essayer de le faire changer. Là aujourd'hui, vraiment, d'accord, essayons, parce que les ressources sont limitées, essayons de nous focaliser sur ce qui fonctionne le mieux. On peut hiérarchiser, mais pour autant, presque tout est bon à prendre. C'est pas non plus c'est les riches qui polluent, donc c'est pas à nous de bouger. Ben oui, mais tous. Ok, oui, c'est vrai. Il y a des riches qui polluent plus, et pour autant, chacun doit quand même faire l'effort. Et puis j'ai un problème avec ce qu'on dit aux gens. Tu sais, on dit aux gens, voilà ce que vous pouvez faire pour améliorer votre empreinte carbone, des choses comme ça. Et la quasi-totalité de ce que leur propose, c'est des choix en tant que consommateur. Oui. C'est pas de faire pression collectivement, c'est pas des. Voilà. Alors que c'est la dimension citoyenne qui est la plus importante. Voilà, c'est le collectif. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est l'un et l'autre. Bon, voilà. Tu dis que des points de bascule vont arriver. Oui, je le pense. C'est-à-dire, souvent, on me pose la question de comment vous pouvez imaginer que on va pouvoir faire basculer toute une société dans une transformation, une transition. Mais je le pense pas. Non, on n'y arrivera pas. Alors, c'est tout foutu? Non plus. En fait, il faut se battre pour tout ce qu'on peut gagner. Si on peut gagner une fraction de degré de réchauffement, on prend. Si on peut sauver une espèce ou une population d'animaux, on prend. Si on peut éviter des cas de la casse sociale en organisant cette descente énergétique et matérielle par d'autres projets de société, on peut appeler ça décroissance, mais finalement, je déteste ce mot, mais c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est changer le modèle social pour organiser cette descente sans que ce soit une casse sociale, on prend. Et si on peut faire plein d'expérimentations au niveau territorial, on prend. Bon, voilà. Donc il y a effectivement tout un tas de choses que l'on peut faire, mais des bascules arrivent. C'est pas forcément une grande bascule où tout d'un seul coup va s'effondrer. Moi, cette idée d'effondrement m'énerve un petit peu, je dois avouer. Oui. Même si c'est au pluriel c'est au pluriel et graduel ou pas, on verra, ça dépend. Là, oui, ce sont des processus. Voilà. Et il y a certains processus qui sont déjà enclenchés, qui sont déjà plus ou moins graduels. Voilà. Oui, l'effondrement de la biodiversité, c'est factuel. Mais sur la biodiversité, parler d'effondrement n'est pas excessif. Mais oui, bon, on va le dire, il y a des bascules et il va y avoir une série de points où les gens vont faire « oh oh ». Voilà. Il y a des moments où la plupart des gens, à commencer par les élus, vont se dire mais on n'avait pas du tout prévu ça, ou on n'y croyait pas et on n'a pas prévu ce qu'il faudrait avec pour. Le Covid. Voilà. Je pense qu'il faut préparer ces points de bascule, non pas les bascules que nous allons provoquer parce que j'y crois pas, mais les bascules qu'on va subir. Et donc ce qu'il faut faire, selon moi, c'est faire basculer des gens le plus possible. Mais ça restera juste minoritaire, faire juste grossir cette minorité,
Le plus possible. Toi, tu penses à quoi comme exemple derrière? C'est j'en sais rien, des coopératives d'énergie citoyenne, c'est des villes en transition, c'est des incroyables comestibles, c'est des monnaies locales. Par exemple, chacune de ces choses-là est très insuffisante, mais la somme peut être intéressante. Donc tu peux développer différentes manières, effectivement, à la fois de résilience territoriale à différents niveaux, à la fois de coopération et de cohésion sociale, à la fois de régénération écologique, et c'est une somme de tout cela qui fait qu'il y a quelque chose qui s'émule, qui s'auto-émule, et qui devient comme une dynamique, et peut-être un mouvement, qui doit être territorial, et pas juste de 3 acteurs, le plus possible territorial, avec des gens différents, et interterritorial, un réseau interterritorial. Histoire que quand il y a des problèmes à gérer, eh bien effectivement, on puisse appeler à l'aide d'autres ailleurs qui viennent aider si nécessaire, et puis demain, ce sera nous qui aiderons, etc. Voilà. Parce qu'il y a des afflux qui arrivent, des afflux de gens, etc. C'est ce que tu disais tout à l'heure un petit peu aussi. Et on peut pas être résilient vis-à-vis de ces afflux si on est 3 Pékins. Même si on est super résilient soi-même, comme je dis des fois, on est résilient que jusqu'à ce que les autres arrivent. Et qu'ils soient bien ou mal intentionnés n'y change rien. Donc là, il faut atteindre une certaine masse critique. Bon, donc ce que je suis en train de dire, c'est pas espérer faire basculer toute la société, mais faire des choses concrètes, les mettre en lumière, les mettre en récit, les mettre en scène. Comment ? En réseau. Et les mettre en réseau, c'est encore autre chose. Les raconter de manière inspirante, diffuser l'information, ce qui n'est pas évident. La partie diffusion, c'est tout un projet, tout un sujet. Mais voilà, voilà, par exemple. Et faire en sorte que cette minorité, qui restera minoritaire, je pense, va quand même grossir. Et que les autres, il y a de plus en plus des autres qui, même s'ils n'en feront pas partie, vont savoir que ça existe. La petite graine est plantée. Et peut-être qu'au début, c'est pas leur truc. Et peut-être qu'ils sont très dénigrants. Et peut-être qu'ils trouvent ça nul, ou bobo, ou bête. Ils vont résumer à des caricatures, quelles qu'elles soient. Et la deuxième chose sur laquelle il faut miser, c'est sur le fait que les sociétés, ça va se tendre. Et ça va devenir de plus en plus difficile. Et que dans ce contexte-là, si les gens qui sont restés dans le système actuel, dans la société actuelle, et qui ne se sont pas intéressés de près à ces alternatives qui poussent, s'ils commencent à voir ou à entendre parler du fait que les gens qui ont fait ça, eux, ils le vivent moins mal que les gens du système, il y a une certaine osmose qui peut se passer, c'est-à-dire des gens qui basculent qui vont de l'un à l'autre. Il y a du chômage de masse, des pénuries alimentaires, exactement. Des conflits variés. Ça va, il y a des moments où il va y avoir des bascules. Ok. Et tout cela aidant, est-ce que donc on arrive à faire basculer ? Non, toujours pas. Mais on arrive à faire sérieusement grossir le truc. Suffisamment pour que le jour où il y aura la vraie bascule, et le jour où les gens seront dans une panique, à ce moment-là, ça fera partie des options qui leur seront proposées. Options dont ils auront entendu parler, qu'ils trouveront inspirantes, peut-être désirables, et qui ont l'air concrètes. Et puis il y a déjà une masse non négligeable de gens qui font ça, et qui est capable de leur dire « Venez, on sait quoi vous faire, on sait comment vous former, il y a du travail, vous inquiétez pas, venez avec nous. » Voilà. Et c'est ça qui va faire que les gens vont basculer vers ça, plutôt que vers l'alternative, qui est aujourd'hui la seule grosse alternative qui va se présenter à eux si jamais ça se cassait la gueule là, qui est... recentrage, repli, et on essaie de se démerder nous, mais contre les autres. Et un sauveur un peu dictatorial, quoi. Et à un moment ou un autre, voilà, il va y avoir l'homme providentiel, ce sera sans doute un homme, plus qu'une femme, même si, qui va arriver en disant effectivement, je peux vous protéger. Moi, ce qui me questionne depuis, je fais un épisode avec Corentin de Châtel-Perron sur le Low Tech Lab et les low tech. Donc c'est l'épisode où il a survécu 4 mois sur un radeau, justement, dans sa biosphère, à tester des... Enfin, un radeau. Un radeau de 20 mètres carrés, mais oui. Oui, bon, d'accord, ok. En tout cas, il appelle... oui. Un petit bateau, mais ouais. Et bref, eux, ils bossent à identifier des innovations low-tech, un peu aux 4 coins de la planète, qui répondent à des besoins de base, se nourrir, se loger, se soigner, etc. Et à les démocratiser en les mettant sur une sorte de mini Wikipédia. Mais du coup, depuis cet épisode, je me dis, mais... comment on va faire le jour où il y a un afflux massif ? Comment les alternatives vont pouvoir accueillir cette demande soudaine et massive ? Comment est-ce que, même toi, à ta petite échelle, tu risques d'être beaucoup plus sollicité pour des situations urgentes ? Comment est-ce que tu fais face à cet afflux ? Comment les assos vont pouvoir accueillir tous les gens qui ont plus de quoi se nourrir, ou les écolieux, ou les... Enfin, du coup, c'est une crise, mais qui, pour eux, entre guillemets, serait un succès, on va dire.
d'avoir cet afflux massif. Ils sont pas préparés, quoi. Ah non, bah, évidemment. Non, ce sera pas un succès. Ce sera une confirmation qu'ils avaient raison, mais ce sera pas un succès. Oui, ce c'est sera, pas le bon mot. Oui. Voilà, ils seront les grands gagnants d'un échec collectif. Donc super. Donc mais le fait est qu'effectivement, voilà, si c'est aujourd'hui, si ça se passe demain, non, il n'y a pas la masse critique, quoi. Quand tu as une personne sur 1000 qui a vaguement compris, et que tu en as une sur 10 000 qui finit par vraiment bouger et par imprimer une dynamique qui est pertinente du point de vue systémique, à la bonne échelle territoriale, etc. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Donc si on est 1 sur 10 000 à le faire, je dis ce chiffre au pif, hein, si on est 1 sur 10 000 à le faire, ben non. 1 pour 10 000, ça ne marche pas comme ratio. Donc il faut que ça grossisse, en racontant, en inspirant, enfin, ça fait des petits, en se mettant en réseau, etc. Et là, peut-être qu'effectivement, on peut atteindre une résilience collective. En fait, c'est la capacité d'auto-organisation des gens, d'auto-réorganisation des gens, face à une rupture de continuité majeure et durable, dans le cas où, précisément, ce qui existe en matière de gestion de crise serait inopérant ou insuffisant. Ça n'a juste rien à voir. C'est dans ce cas-là, et quelle que soit la nature de la crise. Alors, il y a un certain nombre de résiliences spécifiques, résilience alimentaire, résilience climatique, résilience économique, cyber-résilience, qui demandent des mises en place de choses très spécifiques. Mais la résilience, c'est également une façon d'être. C'est un état d'esprit, c'est une façon de travailler ensemble. C'est un état d'esprit social, pas individuel. C'est travailler ensemble. Et ça ne s'improvise pas, ça se travaille. Qui fait qu'on est capable de s'auto-réorganiser jusqu'à un certain point, quelle que soit la nature de la crise. Pourquoi on a besoin de résilience ? Parce que ce système-là, il ne peut pas durer, il ne va pas durer. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, voilà, ça va redescendre. Et ce système-là est très destructeur. Et donc tant mieux, finalement, que ça redescende. Et ça pousse du coup certaines personnes, je ne sais pas si tu en fais partie, je ne te connais pas assez, mais ça pousse certaines personnes presque à se réjouir de la fin de ce système. Et à dire c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que la société humaine se casse la gueule, parce que du coup, ça va soulager finalement pas mal de choses. Et mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que oui, ça va soulager certaines choses, sans doute. Il y a des habitats qui aujourd'hui sont détruits, qui seront peut-être moins. Bon, voilà, il y a peut-être au niveau des émissions de gaz à effet de serre, si l'économie s'effondre, oui, je pense qu'elles vont diminuer, et tant mieux. Donc c'est pas mal. Mais à d'autres égards, ce sera une catastrophe si on n'a pas développé de résilience au moment où ça bascule. Parce que si véritablement nous nous retrouvons dans un système où les flux d'approvisionnement alimentaire sont interrompus durablement, sachant qu'on ne sait plus rien produire nous-mêmes dans nos territoires sans pétrole notamment et plein d'autres choses, pétrole bon marché de surcroît, et que la France, pour parler de la France, hein, elle produit moins de 2% du pétrole qu'elle consomme, donc on est entièrement tributaire des flux d'approvisionnement. Imaginons qu'on a un problème là, on n'a pas de quoi bouffer, peut-être pas 3 mois plus tard, parce qu'il y a la récolte qui est en cours, tout ça, on peut peut-être durer une saison, voire une saison et demie, mais moins d'1 an après, on a un vrai problème d'approvisionnement alimentaire. Et si on en arrive là, eh bien on va se retrouver avec une quantité de personnes énormes qui vont s'improviser pêcheurs, chasseurs, bûcherons, et qui vont aller couper tout ce qui se brûle pour se chauffer, et puis tuer tout ce qui se bouffe. Et ça risque d'être un massacre, une hécatombe de tous nos écosystèmes. D'où l'importance d'avoir préparé une résilience en amont de ces points de bascule. Moi, depuis que je me suis renseigné sur les questions d'effondrement avec Rob Hopkins, Pablo Servigne et tout ça il y a 4 ans, j'ai vite vu que mon niveau de connaissance par rapport à la moyenne des gens et la merde dans laquelle on est était supérieur à la moyenne, mais mes compétences pour faire face à ce genre de situation n'étaient pas du tout essentielles, quoi. Voilà, faire du montage audio et vidéo dans un monde qui... Ça peut être utile, mais voilà, je suis pas médecin, je sais pas, j'ai pas de propriété, j'ai pas de terrain, je sais pas jardiner, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, en même temps, ça me fait chier de changer complètement ma vie parce que je suis encore dans ce monde qui, je sais pas forcément des compétences que j'aspire personnellement à développer, mais je trouvais ça irresponsable de pas le faire, et je sais que je le paierai au centuple si je le fais pas. Donc je me suis dit, ok, chaque année, tu vas consacrer 1 semaine à développer un peu des compétences qui te seront utiles dans un monde qui s'effondre. Et donc voilà, je suis allé 1 semaine dans un écolieu, j'ai fait plusieurs trucs, et là je reviens justement d'1 semaine de self-défense, de défense de rue, parce qu'il y a quand même des chances, enfin déjà c'est utile dans le monde d'aujourd'hui, mais il y a aussi des chances que forcément, quand il y a plus de pression sur des ressources qui sont plus rares, qu'il y ait plus de conflits, donc aussi comment gérer l'agression.
Du coup, je me demandais comment est-ce qu'on peut préparer des citoyens à des risques systémiques. Est-ce qu'il faut faire des répétitions d'alarme incendie ou de tremblement de terre comme au Japon? Bon, ça, c'est assez basique. Est-ce qu'avant le Covid, en fait, on aurait pu faire une simulation OK, pendant une semaine, on va faire un confinement. Il n'y avait pas de pandémie, mais on imagine que s'il y avait une pandémie, pour se mettre en situation réelle, ou voilà, est-ce que tu peux faire des formations pour apprendre aux gens à être résilients, à faire face à un blackout, à une pénurie alimentaire? Comment est-ce qu'on peut préparer les gens? Bon, OK. Tu te formes. Tu as commencé à te former parce que tu penses que les compétences qui sont les tiennes aujourd'hui, c'est pas forcément les bonnes, quoi. Elles sont pas forcément hyper utiles ou hyper essentielles. Oui, c'est essentiel. Mais ça dépend du point de vue. Alors, du point de vue de ta résilience personnelle, individuelle, oui, d'accord, on est d'accord. Maintenant, du point de vue du rôle que tu pourrais jouer dans une dynamique d'ensemble collective vers une résilience collective, je suis pas d'accord. Ah oui, ça. Voilà, donc je sais pas si tu connais. Le rôle de l'information sera hyper important, ça c'est clair que. Le rôle de la diffusion, comme je disais tout à l'heure, en plus c'est un peu un nœud du problème, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a des gens qui font déjà des choses dans beaucoup de territoires, des choses très bien, et même si certains d'entre eux ont compris qu'il fallait les raconter, les mettre en lumière, en images, les rendre inspirantes, etc., même dans ces cas-là, ça circule pas bien. L'information ne diffuse pas bien, elle diffuse que, une fois de plus, dans ces satanées bulles informationnelles de gens qui s'intéressent déjà à des sujets pareils. En plus, les podcasts, c'est low-tech, donc je me dis, c'est top par rapport à la vidéo. Et donc voilà, tu as ta place, tu as ton rôle à jouer et elle est extrêmement importante. L'important, c'est d'arriver à le faire en collaboration avec d'autres types d'acteurs. Voilà. Et par contre, ce qu'il faut également, c'est qu'effectivement, dans ce contexte-là, tu as des gens qui sont plus faiseurs et qui vont développer peut-être ces compétences dont tu parles pour savoir reproduire leur électricité, leur énergie, leur bouffe, leur machin. Voilà, des autonomistes même des fois. Alors, tu as des gens effectivement qui sont très impressionnants par la quantité de choses qu'ils savent faire. Mais le truc, c'est que il faudrait aussi que ces gens comprennent qu'ils font partie d'un tout et cohérent dans une dynamique. Parce que si chacun, une fois de plus, fait sa petite résilience dans son coin, il se leurre. Vous ne serez résilient que jusqu'au jour où les autres vont arriver. C'est nécessairement à l'échelle territoriale et même un réseau ensuite interterritorial qu'il faut animer. Sinon, la résilience, c'est un leurre. Même les plus résilients d'entre vous, ce ne sera que temporaire. Et il faut bien le comprendre. Et à partir de là, comprendre que nécessairement, il faut s'intégrer à un écosystème. Et dans cet écosystème, pas être du style « Ah ben c'est moi qui fais pousser ma bouffe, du coup bah, c'est moi qui vais bouffer. » Tu vois ? Ou pourquoi je partagerais avec l'autre, bah, lui il fait que de la vidéo. Non, on fait partie d'un tout. D'accord ? Donc l'importance aussi de choisir où vous voulez habiter, quoi. Notamment. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire. Là, tu dis que tu t'es formé en self-défense. Ouais. Bon. Ma foi, oui, pourquoi pas. Self-défense, savoir gérer une situation, c'est pas juste savoir se battre, c'est savoir gérer une situation. Ok, très très bien, oui, parce que oui. Ouais. Sans réduire l'humain à une caricature, l'homme est un loup pour l'homme, c'est tous des salauds et tous. Non, c'est pas vrai. Et pour autant, oui, on le sait bien, la violence va augmenter. Et les gens qui prévoient pas ça dans leur projet sont bien même naïfs. À l'intérieur d'un groupe, quoi. Ouais. Comment tu gères deux amis qui se bagarrent pour. Par exemple, c'est très important. Et ne pas avoir peur éventuellement d'intervenir. Bon, en tout cas, il y a aujourd'hui une situation qui va être de plus en plus une situation de compétition. Et c'est normal, on est toujours plus ou moins en compétition pour des choses, mais là, ça va être de pire en pire. Et dans cette dynamique compétitive, effectivement, tu peux avoir des orientations qui vont plus vers la rivalité et d'autres qui vont plus vers la coopération. Et ça doit se retranscrire dans les compétences. Donc là, le self-défense, c'est une compétence pour gérer la rivalité. Il y a aussi des compétences pour gérer et organiser la coopération. Donc il faut que tu arrives justement à faire un mix entre ces différentes compétences pour toi et autour de toi. Voilà. Donc, mais c'est très bien, oui, il faut se former. Voilà. Et maintenant, c'était quoi la dernière partie de ta question, s'il te plaît ? Comment préparer les citoyens à des risques systémiques ? Ok. Alors, comment tu prépares les citoyens aux risques systémiques ? C'est une grosse partie de mon travail. Il faudra lire mon essai quand il aura paru en 2023, parce que j'ai pris du retard, lorsqu'il aura paru, pour avoir tout ce que j'ai à dire sur la question. Maintenant, globalement, ça va dépendre d'une culture. C'est une culture du risque qu'il faut développer. Il ne faut pas avoir peur de parler des risques. Ouais. Je vois bien aujourd'hui, par exemple, les élus ne veulent pas parler des risques. Et c'est chiant que ce soit un truc tabou, alors que... Ouais. En fait, ça existe. Peut-être ça arrivera pas, peut-être ça arrivera, mais tu t'y prépares, quoi.
Ouais, alors pour certains risques, ils sont clairs, mais dès qu'il s'agit d'en parler à la population, les gens n'ont pas envie d'entendre ça, et puis globalement, ils n'ont pas envie d'être celui qui amène la mauvaise nouvelle. On les infantilise aussi, quoi. Ah, c'est totalement infantilisant. La responsabilisation des publics est absolument indispensable. La responsabilisation des communes ou des intercommunalités, des territoires est absolument indispensable. Mais ça ne veut pas dire les laisser se démerder. En mode... Oh bah tiens, maintenant c'est votre affaire. Et si ce sera vous les responsables si vous le faites pas. Mais on leur donne pas des moyens en plus. Ouais. Et ensuite, cette culture du risque doit donc se mettre en œuvre, doit se travailler dans des choses concrètes. Et donc c'est à la fois les chantiers dont je te parlais, et c'est aussi, enfin, oui, ce que tu disais sur les répétitions. Il faut ça. Donc dans certains pays, des mises en situation. Dans certains pays, on le fait. Alors je te donne un exemple. Pour que les gens comprennent bien. Hier, je suis intervenu dans une commune, là on est à Lyon aujourd'hui, dans une intercommunalité, qui est à une 50aine de kilomètres au sud de Lyon, où il y a toute une zone d'ensemble chimique. Bon. Et donc sur une commune qui a comme ça ces risques industriels, il y a nécessairement un plan communal de sauvegarde. Donc on a prévu des dispositifs, on a prévu des scénarios et des protocoles en cas de risque. Et ensuite, il y a une chose une excroissance quelque part de ce plan communal de sauvegarde qui est le DICRIM, document d'information communal sur les risques majeurs, qui est quelque chose qui est censé être distribué à la population. On dit, voilà. Et puis c'est pas le cas. Donc même quand il y a un DICRIM, je parle pas d'hier, là pour le coup de la commune d'hier, je parle à chaque fois. Voilà, partout où je vais, quand il y a un plan communal de sauvegarde et quand il y a un DICRIM, les gens ne savent même pas ce que c'est qu'un DICRIM. Donc déjà, il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens sachent que ça existe, il faut qu'ils sachent ce que c'est. Et il faut qu'ils sachent, par exemple, qu'en cas de risque sur l'installation industrielle, mais il y a des cars communaux qui vont aller récupérer les enfants dans les écoles et les amener à un point. Okay. Donc le fait de le savoir change beaucoup de choses. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que tu penses que si les gens savaient qu'on a prévu des cars pour machin, est-ce qu'ils feraient confiance ? Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se diraient, s'ils apprennent qu'il y a eu un grave problème à la centrale, qui se diraient je file à l'école récupérer mon fils ou ma fille. Et le final, c'est que s'il y a beaucoup de gens qui font ça, eh ben ça congestionne le trafic autour des écoles et ça ne permet pas l'évacuation des enfants. Ouais. Donc ça ne suffit pas. Ils font pas confiance. Pour que la confiance se crée, il faut travailler ensemble. Il faut que les gens soient préparés et il faut régulièrement, une fois tous les 2 ans par exemple, il faut qu'il y ait une répétition. Voilà. Et tout le monde n'y vient pas, mais même ceux qui n'y viendront pas, ils en entendront parler. Ouais. Peut-être que la première fois, ce ne sera pas parfait, la deuxième année, ce sera mieux, la troisième, ce sera parfait. Et au bout de 3 fois, les gens auront confiance dans le fait que la commune a véritablement prévu l'écart, que le plein est fait, que des chauffeurs sont là, ils sont prêts, ils viennent, que le proviseur ou l'institutrice sait faire ce qu'il faut pour que les enfants prennent les bus, etc. Et que ça se passe bien. Quand ils l'auront fait 3 fois, ils auront confiance et ça se passera bien. Voilà. L'émission s'appelle Soif de sens. Toi, Arthur, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie ? C'est compliqué comme question. Ouais. C'est vraiment compliqué. Tu m'as dit que tu avais cogité. C'est vraiment chiant. Ouais, parce que tu m'avais dit que tu me poserais ces 3 questions-là. Et je ne suis pas sûr d'avoir une bonne réponse. Mais bon, j'en ai trouvé. J'ai trouvé 3 ébauches de... Mais maintenant, il faut que je m'en rappelle. Non, alors, ce qui donne du sens à ma vie, très honnêtement, c'est dès que j'ai le sentiment que j'ai fait un peu avancer le schmilblick, voilà. Dès que j'ai le sentiment que ce que j'ai fait va aller dans le bon sens et va permettre à un endroit, à un autre ou à un autre d'éviter quelques souffrances évitables. Voilà. C'est pour ça que je vis, quoi. Comment est-ce que ton rapport au sens il a évolué avec le temps ? Je pense que ce qui a évolué, c'est que, tu vois ce que je viens de te dire avant, sur le fait que ce qui me fait tenir, ce qui me motive, ce qui est mon moteur quelque part, c'est ça, essayer d'éviter de contribuer à éviter le plus de souffrances évitables. Ce truc-là, j'ai aussi pris du recul par rapport à ma responsabilité vis-à-vis de ça. Okay. C'est-à-dire que je ne me mets plus la pression. J'essaye, je fais tout ce que je peux pour que ça marche. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, Arthur, calme-toi. Il m'a dit, calme-toi. Il m'a dit, tu ne sauveras pas le monde. Et le monde n'attend pas que tu le sauves. Et c'est évident. C'est une évidence. Disons que je n'ai pas appris quelque chose quand on m'a dit ça. Mais le fait de me l'entendre dire n'a pas été inutile. Et je me suis quelque part soulagé de cette pression que je me mettais, qui était excessive. Alors, j'en ai toujours, de la pression, je m'en mets toujours, mais voilà. Donc, le sens pour moi, c'est aussi un peu de lâcher prise. Et un moment, il faut lâcher prise. Tu fais tout ce que tu peux, tu le fais en ton âme et conscience, machin, pour être bien, pour qu'il y ait du sens dans ta vie, justement. Mais sans. Mais la plupart des choses ne dépendent pas de toi, quoi. Mais voilà, il faut oublier ça. Ouais.
Merci beaucoup Arthur. Merci à toi. Si tu veux plus d'épisodes avec des gens hyper inspirants comme Arthur, je te conseille tous ceux liés aux questions d'énergie, d'effondrement, avec Jean Covici évidemment, avec Vincent Mignoro que tu connais sur les émotions liées à l'effondrement, avec Corentin, avec Philippe Biwix aussi sur les low-tech. Bref, abonne-toi et parle de ce podcast à un ami, ça m'aide énormément. Ciao tout le monde, merci Arthur.